Bienvenue au balado L'effet circulaire de Recyc Québec. Nous sommes en direct du Sommet canadien de l'économie circulaire. Je suis Laurie, conseillère en communication chez Recyc Québec et accompagnée de ma collègue Hélène Gervais, conseillère en environnement, et de Madame Anne-Catherine Lebeau. Elle est directrice générale et cofondatrice d'EcoCéno. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir, merci. Donc, en fait, Anne-Catherine, EcoCéno, c'est une entreprise d'économie sociale qui œuvre dans le domaine culturel pour réduire l'impact environnemental de ce secteur-là. Vous misez beaucoup sur le réemploi des matériaux, sur l'éco-conception. Je sais que vous êtes impliqué depuis longtemps dans le milieu culturel, dans le passé. Comment vous est venue l'idée de fonder EcoCéno? Excellente question. Merci beaucoup, Hélène. Dans le fond, l'idée d'EcoCéno, c'était vraiment de pouvoir offrir des alternatives aux compagnies qui, à la suite d'une production culturelle, dans le fond, jettent le décor. Pas parce que c'est un déchet, pas parce que il est complètement fini puis on peut plus l'utiliser, mais simplement parce que on doit libérer l'espace et on passe à un autre projet. Puis moi et les 3 autres cofondatrices d'EcoCéno, dans le fond, on est 4 femmes professionnelles qui avaient 20 ans d'expérience, puis qui avaient de plus en plus de problèmes à sentir que dans notre vie professionnelle, on générait beaucoup de déchets, puis on voulait trouver des solutions qui allaient faire en sorte qu'on allait pouvoir continuer à travailler, à créer des œuvres d'art, puis en même temps, en le faisant, en créant le moins d'impact négatif possible. Puis en cours de route, on s'est rendu compte qu'on peut même avoir de plus en plus d'impact positif. Donc, on en est là en ce moment. Oui, puis vous étiez 4 personnes du milieu, donc vous connaissiez bien les besoins. Exactement. Vous saviez que c'était une nécessité de revoir les façons de faire. Puis justement, parlant de façon de faire, je pense qu'il y a 2 stratégies de circularité que vous mettez davantage de l'avant. Ce sont lesquelles et pourquoi? Oui, bien sûr. En fait, on a une partie de nos services qui sont liés à l'éco-conception et une partie au réemploi. Donc, la réutilisation des matières puis la collecte des matériaux qui ont encore un potentiel de réemploi. Pourquoi on fait ça? C'est que en éco-conception, dans le fond, c'est essentiel parce qu'il y a 80% des décisions qu'on prend dans un projet au départ qui vont avoir une incidence sur ce qu'on va jeter à la fin, qu'est-ce qui va arriver. Donc, pour nous, c'était extrêmement important de travailler en éco-conception. Donc, c'est pour ça que rapidement, on a offert des formations et des accompagnements en éco-conception pour que les productions, non seulement à la fin, ils pensent à pas envoyer les choses au conteneur, mais qu'ils construisent de façon à ce qu'on puisse réutiliser de mieux en mieux. Là, après, en éco-conception, il y a plusieurs stratégies d'économie circulaire, par exemple. L'approvisionnement responsable, évidemment. Aussi, standardiser un peu les dimensions dans le milieu culturel. On est beaucoup dans un milieu où on veut faire des pièces uniques. Mais donc, beaucoup de sur-mesure. Beaucoup de sur-mesure. Comment on trouve un entre-deux, c'est-à-dire que comment on peut avoir toujours des bases qui sont standards, puis on ajoute des choses. Comme ça, les bases standards, on peut toujours les réutiliser. Dans le fond, c'est vraiment une pensée systémique qui fait en sorte qu'on sort d'un système où on trouve ça fou de le jeter, mais on le sait que ça va être jeté, donc on construit un déchet. Donc, nous, on est en train de vraiment inverser ça, de dire, on va pas le jeter, on va vouloir l'utiliser le plus de fois possible. Comment on le crée en ayant ça en tête? Donc, comment ça se passe? Est-ce que vous donnez des formations, de l'accompagnement? Concrètement, là, disons, un théâtre qui voudrait se lancer dans une démarche d'éco-conception, c'est quoi les différentes étapes? Oui, il y a plusieurs voies. Puis tu nommes le théâtre. Depuis le début, on est très actifs dans le milieu du théâtre, dans le milieu des musées aussi. Et là, on ouvre au milieu télé-cinéma parce que les volumes sont vraiment plus gros aussi en télé-cinéma. Puis notre intérêt, c'est d'avoir le plus d'impact possible. Donc, comment ça se passe? C'est que les formations, ils sont données via les associations professionnelles ou en entreprise. Donc, c'est possible, par exemple, le théâtre du CEP qui nous invite à donner une formation pour son équipe pour bien comprendre qu'est-ce qu'on fait en éco-conception, comment on crée différemment, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête. Puis nous, quand on fait les accompagnements en éco-conception, dans le fond, notre rôle, c'est qu'on assiste à toutes les réunions de création, de production. Donc, on sait c'est quoi le spectacle qui va être créé. Puis notre rôle, c'est vraiment de dire, OK, mais comment on pourrait s'approvisionner mieux? Comment on pourrait réfléchir à qu'est-ce qui va arriver après le spectacle de tous les éléments qu'on va créer? Et on fait des bilans. Donc, c'est avec les bilans qu'on fait qu'on est capable de dire que il y a 5 ans, les productions culturelles, quand on leur parlait d'économie circulaire, ils savaient même pas c'était quoi l'économie circulaire. Puis aujourd'hui,
il y a plusieurs productions qui ont un taux de circularité de 100%. Parce que dès le début, toutes les décisions sont prises avec ça en tête. Ça devient leur critère de succès aussi. C'est-à-dire qu'eux, après ça, ils l'incluent dans leur plan d'action, dans leur politique éco-responsable. Donc, puis le milieu culturel, ce qui est extrêmement stimulant, c'est que c'est un milieu qui est très proactif, qui veut aussi, où les gens tiennent à être vraiment en cohérence entre leurs idées, leur vision, une forme d'idéalisme, mais un idéalisme qui mène à l'action. Donc, pour nous, c'est vraiment impressionnant de voir une transition tellement rapide vers l'économie circulaire. J'imagine qu'il y a beaucoup de créativité autour de ça, de repenser les décors, par exemple, pour voir quelle deuxième, troisième vie on pourrait leur donner. Absolument. Tout ça, Puis la créativité, c'est ça, c'est le propre aussi de l'industrie culturelle, mais c'est vrai que pour transformer vers l'économie circulaire, changer nos façons de faire, c'est des changements qui sont quand même assez importants. Ouais. Puis l'échelle des productions culturelles est une belle échelle pour faire ça parce que c'est des projets assez courts, puis qui sont d'une ampleur où... Puis c'est aussi la donne qu'à chaque projet, on essaye de se réinventer. Donc, quand on rajoute des défis, ben à chaque projet, on fait « OK, ben comment on le fait comme ça? » Ça fait partie de la mentalité, dans le fond. C'est pas des lignes de production qui sont stables, qu'on refait toujours la même chose. C'est toujours du nouveau. Il y a toujours du nouveau. Puis on cherche. Puis là, nous, en fait, puis c'est un milieu où c'est sûr qu'il y a toujours de la contrainte, comme dans tous les milieux. C'est-à-dire, on a l'échéancier, on a le budget. Ouais. Et là, nous, on ajoute, on dit, ben quand on prend des décisions, il faut qu'on tienne compte de l'échéancier, du budget et de l'impact environnemental. Puis de la même manière que si on réfléchit à un décor, puis on dit « Ah, j'aimerais ça faire ça », puis on se rend compte que ça rentre pas dans le budget ou que ça va être trop long à faire, on fait « OK, on va pas le faire ». Ben nous, on ajoute, si on se rend compte en cours de route que l'impact environnemental va être trop important, ben on le fait pas non plus. Puis au niveau économique, est-ce qu'en général, on s'en tire avec des avantages économiques, des économies, d'y aller vers l'éco-conception? Ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est une distribution différente du budget. C'est que souvent, pour un même budget, disons pour un théâtre d'assez grande ampleur à Montréal, le budget d'un décor, ça va être 50 000 environ. Ben, en éco-conception, on utilise la même enveloppe budgétaire qui se répartit différemment. C'est-à-dire qu'il y a moins de sous qui vont aller vers l'achat de matériel et plus sur la main-d'œuvre pour modifier, adapter. Donc, c'est vraiment une redistribution de la même enveloppe budgétaire. Puis c'est aussi ça, on doit travailler sur les façons de penser parce qu'on a été habitué à penser que mettre l'argent sur la main-d'œuvre, c'était pas une bonne chose. Fait qu'il y a comme toute cette transition-là aussi de dire non, c'est une bonne chose parce que ça encourage les savoirs locaux, l'économie locale, le réemploi. Dans le fond, quand on achète des matériaux de réemploi, c'est des matériaux qui viennent dans un périmètre assez restreint, alors qu'on est super habitué de commander beaucoup de matériaux sans trop s'interroger d'où ils viennent, puis en se disant ça va être moins cher, ça va coûter moins cher de main-d'œuvre. Fait que c'est comme une partie de la réflexion là, qui évolue là-dessus. Justement, vous en parlez, le réemploi des matériaux, c'est une autre stratégie d'économie circulaire qui vous est chère. Oui. J'ai vraiment été impressionnée en visitant votre entrepôt boutique qui met sur le réemploi des matériaux. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ça? Comment ça fonctionne? Tout ce qui a trait au réemploi des matériaux. Oui, absolument. Mais c'est ça, on a un entrepôt d'une grandeur d'à peu près... l'entrepôt, la partie boutique, c'est environ 4000 pieds carrés. Donc, c'est relativement grand et relativement petit pour l'ampleur du secteur culturel à Montréal. Et donc, à la fin des productions culturelles, puis en fait, on demande aux gens de nous contacter avant la fin pour qu'on puisse prendre connaissance des matériaux, tout ça. Donc, on demande aux gens qui veulent nous redonner les choses. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir à donner? On sélectionne les dons, on les reçoit. Ensuite, on les inventorie, on les prend en photo, on les pèse parce que nous, une partie de notre impact, c'est le tonnage qui est dévié de l'enfouissement et remis en circulation. Et ensuite, on a une boutique donc qui est avec plein de choses qui viennent du milieu culturel. Donc, on trouve de tout, hein? On trouve de tout. Il y a c'est très, très coloré. C'est un inventaire qui est en constante évolution. Puis, mais moi, ce que je trouve toujours comme vraiment impressionnant, c'est quand on rentre dans l'entrepôt puis qu'on se dit, sans Ecoceno, tout ça, ce serait dans un site d'enfouissement. C'est quand même frappant. C'est quand même...
L'impact est devant les yeux. L'impact est devant les yeux, tout ce qui a été dévié de l'enfouissement. Puis aussi, ce qu'on cherche à faire en éco-conception, puis en mettant à disposition des matériaux comme ça, c'est en fait de remettre en question l'habitude de partir d'une page blanche pour imaginer un projet, puis se dire que dans le contexte actuel de raréfaction des matériaux, dans le contexte de crise climatique, dans le fond, on doit apprendre à créer à partir de ce qui est déjà là. Puis aussi imaginer que c'est un genre de mine urbaine aussi. Les matériaux qui sont déjà là, c'est les matériaux qui doivent être les matériaux privilégiés pour la création. Ce sont des ressources précieuses. Puis j'avais entendu dire aussi qu'il y a certains matériaux qui sont redonnés à la communauté. Avez-vous des exemples en lien avec ça? Oui, par exemple, on a collaboré sur un projet de cirque qui faisait 3 représentations dans un parc à Montréal, dans le cadre de Montréal complètement cirque. Et eux voulaient intégrer des arbres dans leur scénographie. Donc, au départ, ils pensaient mettre des arbres en plastique. Puis là, finalement, on a dit, comment on pourrait faire en sorte de mettre des vrais arbres, puis après qu'ils demeurent dans la communauté. Fait que là, on a travaillé en collaboration avec Sauverdi à Montréal, qui s'occupe de la plantation des arbres. On a fait une petite recherche aussi, une recherche assez approfondie de voir c'est quelles essences d'arbres qui seraient les plus bénéfiques à la communauté là-bas. Puis dans le fond, en collaboration avec Sauverdi, on a pris les arbres, ils ont fait partie du décor 3 jours, puis après, ils ont été replantés à proximité du parc. Donc, c'est comme un leg plus vivant. Puis plutôt que de générer des GES, on va capter les GES. Puis dans le décor, il fallait, pour que les arbres tiennent, il fallait construire des gros bacs. Fait que là, on était en collaboration avec un organisme communautaire en bordure du parc qui voulait faire des jardins urbains, mais qui n'avait pas les sous pour bâtir les bacs, tout ça. Fait que là, en collaboration avec eux, puis l'équipe de création, on a dit, ce serait quoi? Si on les construit comme ça, est-ce que vous allez être capable de les utiliser après? Puis on s'est entendu pour qu'à la suite donc, du spectacle, plutôt que de jeter ça dans le conteneur, on les a déplacés vers l'organisme communautaire qui, eux, en ont fait des jardins. Génial! Vous avez adapté la conception des bacs pour qu'ils soient réutilisés. Exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment, avant, on pensait beaucoup que la fin du projet, c'était, disons, la première ou la dernière représentation. Puis là, on amène les équipes vraiment à penser que ça va beaucoup plus loin, dans le fond. Quand on commence à penser à ce qu'on va créer, il faut penser à qu'est-ce qui va arriver après. C'est quoi l'utilité post-événement? C'est quoi le besoin après? À quel autre besoin ça pourrait répondre? C'est génial. Puis si ça n'est pas de l'économie circulaire, je me demande c'est quoi? Ben nous, on est très fort, on est très inspirés. Très alignés. Très inspirés par toutes les stratégies d'économie circulaire. En éco-conception, on a plusieurs stratégies d'économie circulaire. On a aussi un projet de mutualisation en ce moment parce que dans le secteur culturel, pour assurer sa résilience, il faut vraiment avoir une logique où la richesse est basée sur la collaboration plutôt que sur la possession. Donc, on est vraiment en train de mettre en place les structures nécessaires pour pouvoir partager les biens entre nous puis être tout le monde plus fort là-dedans. Plus résilient aussi. Oui. Puis, en terminant, j'ai une question pour vous. Est-ce que... Parce que là, on parle du secteur culturel, puis est-ce qu'il y a des ingrédients, selon vous, qui sont transposables à d'autres secteurs d'activité qui nous écoutent peut-être en ce moment, des facteurs de succès, des choses qui pourraient être exportées vers d'autres secteurs d'activité? En fait, je pense que de penser de façon systémique à un secteur d'activité, ça pourrait, oui, il pourrait y avoir des gens dans un autre secteur qui se disent, OK, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? C'est quoi toutes les stratégies qui peuvent nous aider à transformer le secteur? Je pense qu'il y a des stratégies qui peuvent s'appliquer aussi au domaine de la démolition, de la reconstruction. Donc, il y a des différences, mais il y a quand même beaucoup de similitudes dans comment on construit, comment on déconstruit, comment on réutilise. Donc, puis aussi la clé, je parlais à quelqu'un de RECO hier, Architecture sans frontières, qui porte le projet RECO, puis dans le fond, l'accompagnement, c'est vraiment essentiel parce que les professionnels, dans le fond, sont souvent ouverts à changer, mais c'est pas il y a beaucoup de notions avec lesquelles on travaille en économie circulaire puis en environnement qui leur sont assez étrangères. Ouais. Donc vraiment, je pense qu'une des clés qu'on a trouvées au début puis qu'on voit qui se propage de plus en plus, c'est l'accompagnement essentiel des professionnels qui veulent changer mais qui sont pas à même de changer eux-mêmes. Parce que c'est pas leur domaine d'expertise. Non, puis vous êtes là vraiment exactement. pour emmener des solutions, puis
Puis j'imagine qu'il évolue aussi avec le temps, puis il développe des réflexes intéressants de réutiliser, de Oui, de puis mieux ça génère concevoir. beaucoup de fierté, puis beaucoup de... C'est vraiment... Donc, on sort tout le monde d'une espèce de constat d'impuissance, puis dans le fond, on donne les outils pour dire non, voici vers où on s'en va, puis voici comment on va y aller. Donc, c'est vraiment, je pense que l'élément clé qui serait à reproduire, c'est d'accompagner les professionnels dans la démarche. C'est de sensibiliser à ce changement de mentalité-là, puis c'est de mettre les deux mains sur le volant, là. Oui, puis de le faire concrètement, puis de pouvoir démontrer, parce que nous, dans l'accompagnement aussi, on crée des bilans. Donc, on est vraiment à même à la fin de dire, voici ce que vous avez accompli, voici où vous pourriez vous améliorer la prochaine fois. Donc, ça devient très, très concret. C'est pas... théoriquement, il faudrait qu'on change. Donc, c'est vraiment d'avoir des outils très pratiques au quotidien. Ben, je vous félicite pour ça. C'est vraiment inspirant. C'est déjà la fin de l'entretien, mais... Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très apprécié. Merci, ça fait très plaisir. L'économie circulaire, c'est l'affaire de tous et chaque geste compte. Ensemble, explorons de nouvelles initiatives, créons un avenir plus respectueux de l'environnement et à très bientôt pour un autre épisode de l'effet circulaire de Recyc Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci.